Alors c'est tout chaud, c'est un projet de scission qui marque, on va dire, un grand chamboulement dans le secteur de l'audit et du consulting, puisque ça se passe chez le géant mondial EY qui a annoncé hier soir lancer ce grand chambardement. Bonjour Philippe, Bonjour David. merci d'être là avec nous, vous avez passé de bonnes vacances? Oui, Ça paraît excellent. loin? Oui, déjà. Philippe Escande, donc éditorialiste au Monde. Il y a un top départ qui a été donné, ça s'est tombé hier soir. Est-ce que c'est pas il faut qu'on explique la fin d'une époque chez les Big Four, les géants du consulting et de l'audit. On nous a vendu pendant des décennies, voire des années, que ces deux activités, audit et consulting, étaient hyper complémentaires. Et là, pour le coup, maintenant, on parle de scission. Oui, alors c'est pas non plus totalement nouveau parce que ce sont effectivement des activités qui sont très proches. Alors donc d'une part, on parle de l'audit, c'est-à-dire en fait des comptables qui viennent notamment Des commissaires vérifier aux les comptes. Des comptes, commissaires des aux comptes. commissaires aux comptes exactement, qui viennent vérifier et certifier. Donc il y a un engagement juridique les comptes des grandes des entreprises, notamment des grandes entreprises. Ce marché de l'audit il est contrôlé à quasi 90% pour les grandes entreprises par 4 sociétés. Donc Les Big EY, Four. KPMG, Deloitte et PwC, on les appelle les Big Four. Puis à côté de ça, il y a un marché qui s'appelle le conseil. Alors là, personne ne régule ça. C'est une espèce de grand Far West. Tout le monde est consultant, tout le monde est conseil, absolument partout, même des individus privés. Et ce marché-là, il est absolument considérable parce que il gonfle avec l'informatique, le numérique, la cybersécurité, l'environnement, le droit, la fiscalité. Enfin, toute la complexité du monde, finalement, fait que les entreprises ont de plus en plus besoin, et pas seulement les entreprises, mais les gouvernements, évidemment, de plus en plus besoin de faire appel à des consultants. Et dans le Consultants qui monde des sont cher consultants, payés et qui donc rapportent beaucoup d'argent. voilà. Et donc, c'est un marché qui est en croissance absolument considérable, qui fait que le premier consultant mondial, qui s'appelle Accenture, il emploie 700 000 personnes. Donc, ça veut dire que c'est une des plus grandes sociétés au monde et elle ne fait que de donner des conseils aux gens. Alors, ça peut être aussi des conseils très pointus pour implanter un logiciel informatique. C'est pas toujours du conseil stratégique, mais c'est un métier qui est en forte croissance et qui se développe énormément. Oui, mais les grands cabinets, Évidemment, attendez juste Philippe, ouais, les grands cabinets globalement font les deux métiers audit, commissaire aux comptes, régulé, consulting, non et bien, bien régulé, sûr, ouais. avec plus de marge. Pourquoi, encore une fois, scinder les deux? Il y avait, on le sait bien, il y a censé être une espèce de muraille de Chine entre les deux activités. C'est Et ça, ouais, tout à fait. C'est ça le sujet. C'est-à-dire que, en fait, à la fois c'est très facile, c'est très complémentaire parce que ces gens sont déjà dans les entreprises, ils donnent déjà des conseils, notamment en matière comptable. Pourquoi ne pas élargir et profiter de leur marque puisqu'ils sont très peu nombreux et c'est un oligopole. Et donc pour rentrer dans les entreprises, c'est ce qu'ils ont commencé à faire. Et c'est ce qu'ils font depuis très longtemps, depuis les années 80. Simplement, le problème c'est qu'il y a effectivement une question de conflit d'intérêts et de compatibilité entre ces deux métiers. On ne peut évidemment pas certifier les comptes d'une entreprise de façon la plus honnête possible et en même temps l'avoir conseillé peut-être fiscalement, mais aussi parfois sur des stratégies. Ça pose un problème de conflit d'intérêts et qui existe depuis longtemps parce que il y a des autorités de régulation dans tous les pays du monde qui regardent ça de très près. Il y a une responsabilité juridique, les entreprises peuvent payer des milliards. Il y en a une qui est morte même parce qu'elle avait certifié des comptes trafiqués, c'est Arthur Andersen, l'ancienne maison mère d'Accenture. Et donc, il y a une vraie responsabilité et les régulateurs, ils n'aiment pas trop ce genre de mélange des genres, mais effectivement. Et donc, ça, à la fois, ça limite l'expansion de ces entreprises de conseil parce qu'elles doivent, elles ne peuvent pas travailler ou sous certaines conditions dans les entreprises dans lesquelles elles sont déjà en audit, mais comme elles sont pratiquement dans toutes les entreprises, ça pose effectivement un problème. Donc il y a un sujet là-dessus. Et les gens qui sont dans le conseil, au bout d'un moment, ils disent aux auditeurs, qui sont un petit peu leur maison mère, puisque c'était la maison qui les a créés, ils disent vous freinez notre croissance en fait. Et donc il y a une pression, c'est exactement ce qui s'est passé chez Accenture quand ils se sont séparés d'Arthur Andersen. Ils ont demandé, ils ont même exigé d'être séparés de ces entreprises. Donc il y a deux forces en fait, une force qui les relie entre elles et qui fait qu'elles
qu'elles développent une activité de conseil qui est très profitable, et puis une autre qui les éloigne parce que y a trop de conflits d'intérêts. Et puis ça pèse plus, pardon Philippe, aujourd'hui, Ouais. chez EY, je crois que c'est 2 tiers du chiffre d'affaires vient du consulting. Et donc en fait, en Et, gros, ils ont envie de voler de leurs propres ailes sans être et, entravés, entre guillemets, c'est ça l'idée? Et la alors, raison de fond de cette scission chez EY? oui, tout à fait. Alors, il y a deux raisons de fond, en fait. Il y a celle-là, effectivement, ils ont envie de voler de leurs propres ailes. Ils pensent qu'ils vont pouvoir devenir comme un autre Accenture, c'est-à-dire grossir énormément avec une capitalisation boursière colossale. Donc, ça, c'est la première raison, et donc s'enrichir encore plus, etc. Et puis, la deuxième raison aussi, c'est quand même que EY, du fait de sa responsabilité juridique, est impliqué aujourd'hui dans un certain nombre d'affaires qui se sont produites relativement récemment. On se souvient de Wirecard en Allemagne, par exemple. Là aussi, c'était des comptes qui n'étaient pas totalement sincères. Il y a eu aussi une affaire avec une société qui gère des hôpitaux en Grande-Bretagne. Et potentiellement, EY, dans ces affaires-là, est susceptible de payer quand même peut-être quelques milliards d'amendes. Et donc, du coup, ils ont aussi besoin, la société a aussi besoin de dégager des sous pour couvrir, c'est ce que demandent les régulateurs d'ailleurs, les frais en cas de fraude ou de problème avéré. Il ne faut pas oublier que Arthur Andersen est mort à cause de ça, c'est-à-dire qu'ils étaient dans le scandale Enron et la société a été obligée de fermer. Donc face à ça, là, ils sont obligés de constituer une réserve en fait. Et puis ils ont aussi un problème de fonds de pension. Ça, c'est vraiment un truc très classique société anglo-saxonne. Ils ont un problème de financement de leur fonds de pension. Et donc ils ont des besoins financiers et ça motive aussi le fait qu'ils se séparent de leur filiale consulting qui va leur quand même leur rapporter un peu plus de 10 milliards de dollars. Il faut rappeler que, c'est un projet titanesque déjà, que cette scission, et qu'il y a des partenaires, ils sont 13 000 à l'échelle de la planète, même si le groupe emploie 300 000 personnes, et donc il faut l'accord des partenaires. Tout à fait, oui. Pour qui ça peut être le jackpot derrière, si jamais il y a une introduction en bourse, bien sûr, ce qui se bien murmure. sûr. Ça, c'est une caractéristique de ces sociétés. La plupart sont organisées un peu comme des coopératives, c'est-à-dire que ce sont les salariés qui sont propriétaires. Alors là, c'est pas tous les salariés, évidemment, mais c'est quand même pas mal. On les appelle des partenaires, c'est un partnership. Et donc, ils ont des parts de l'entreprise. Alors, quand il y a une scission comme celle-là, effectivement, ceux qui restent, on va les appeler les comptables, ceux qui restent chez EY, ils vont récupérer de l'argent en cash. Et donc, on pense que ça va représenter quelque chose comme 2 à 4 fois leur salaire annuel, qui est déjà assez considérable. Donc, ça les poussera à rester, c'est ça? Ça les poussera à rester. Alors ça va être beaucoup d'argent. Et puis, alors, ceux qui s'en vont, ils ont un autre type d'incitation, c'est qu'ils vont devenir... Pardon, juste Philippe, qu'on vite, ceux qui s'en vont, on parle de qui là pour le coup? Alors, ceux qui s'en vont, ce sont les consultants. Puisque, en gros, c'est les comptables qui mettent sur le marché, qui vendent, en fait, sur un marché public, probablement avec une mise en bourse, qui vendent leur branche consultant. Donc, les comptables vont récupérer de l'argent liquide, et puis les consultants, eux, quand ils vont créer leur nouvelle société, eh bien, ils seront actionnaires, et ils vont donc récupérer des actions. Donc, le et ça pactole pourrait est pour eux. représenter jusqu'à 8 fois leur salaire annuel. Donc là, mais ils ne pourront pas le débloquer avant 5 ans, et donc on les fait prendre un peu de risque pour justement les motiver à développer l'entreprise. On voit l'intérêt lucratif, l'intérêt business évidemment. Il y a aussi dans le fond une réglementation qui se durcit pour l'ensemble du secteur de l'audit et du consulting. C'est aussi un projet de scission qui s'inscrit dans cette trame-là. Oui, parce que effectivement, plus la législation se durcit, plus ça va être compliqué et les questions des conflits d'intérêts vont être fortes. Et du coup, ça peut être aussi un argument entre guillemets commercial pour les consultants de dire non, nous on est indépendant de la société d'audit et donc il n'y aura pas de problème. Bon, très bien. Et donc, ça veut dire quelque part, peut-être que EY ouvre un petit peu le chemin et que derrière, encore une fois, les autres, les Deloitte, les KPMG, les PwC pourraient justement aussi s'engouffrer dans la brèche, ou c'est trop tôt pour le dire? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils vont regarder ça de très près, et tous les partenaires de ces entreprises et les actionnaires vont regarder ça de très près parce que il y a effectivement beaucoup d'argent à faire. Allez, merci beaucoup. Explication, point de vue et décryptage signé Philippe Escande pour Le Monde. Merci Philippe. Bonne journée. Merci David. Ciao.